les gens comprennent que c'est sérieux. On a des liens avec des gens qui ont laissé tout derrière, c'est-à-dire ils ont laissé leur appartement, leur voiture, leur salaire, un bon salaire, leur emploi. Ils sont partis en vélo avec une valise ou en moto à telle ou telle frontière où ils espéraient passer de l'autre côté d'un rideau qui redescend. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eliezer Chargorowski. Eliezer, bonjour, Boker Tov, Shana Tova. Bonjour, Shana Tova. Alors, nous avons bien besoin de votre éclairage parce que vous connaissez particulièrement bien la Russie et ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, et on voudrait vraiment essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui est en train de se passer en Russie, en particulier, on va dire, dans la communauté juive. Est-ce qu'il y a un mouvement dans la communauté juive aujourd'hui, après les décisions de Poutine de mobiliser une partie des réservistes, il ne s'agit pas de l'ensemble des réservistes, mais une partie des réservistes. Est-ce qu'il y a un mouvement de sortie, on va dire, de volonté de quitter rapidement la Russie dans la communauté juive aujourd'hui? Oui et non. Les gens commencent à comprendre que c'est sérieux. C'est-à-dire c'est une guerre qui passe de la télévision au salon, que les gens comprennent. Ce n'est pas quelque chose de lointain où meurent des gens qu'ils ne connaissent pas, mais que leurs enfants même peuvent être mobilisés, ils encourent des risques. Et effectivement, il y a un beaucoup plus grand intérêt pour Israël. Cela dit, ce n'est pas vrai pour toute la communauté qui est pour tous les juifs. Il faut savoir, il y a entre 200 et 250 000 juifs qui habitent là-bas, essentiellement Moscou, Saint-Pétersbourg, les grandes villes. Mais c'est-à-dire, il y a une partie pas négligeable de cette population qui s'identifie avec Poutine, avec sa politique, qui est assimilée au mode de pensée russe. Et je pense que c'est une mesure beaucoup plus exacte du niveau de l'assimilation que seulement les mariages mixtes. Comment est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses comme un juif ou comme un russe? Eh bien, là-bas, on pense effectivement comme membre de l'empire russe soviétique qui essaye de se retaper. C'est-à-dire, pour répondre brièvement, oui, il y a beaucoup. Est-ce que c'est un intérêt à 100%? Non. Alors, je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre un peu les mesures qui ont été prises la semaine dernière par Poutine. Cette mobilisation de réservistes, à un moment, on a eu l'impression quelque part que il y avait une sorte de fermeture de facto j'aurais dit du rideau de fer russe. Mais concrètement, est-ce que, par exemple, si un réserviste, et il s'agit de réservistes qui, si je ne m'abuse, ont une spécialité, c'est-à-dire une profession particulière dans l'armée russe, si par exemple ces réservistes ont aussi la nationalité israélienne, est-ce que ils sont dispensés, ils peuvent quitter le pays sans aucun problème, ou alors ils sont sous le coup de la mesure annoncée par Poutine? Non, ça, il y a des choses qui sont incertaines, mais il y a des choses qui sont certaines. C'est-à-dire, si vous avez la nationalité, la citoyenneté russe, eh bien, vous pouvez avoir 182 nationalités autres tant que vous êtes sur le territoire russe. Vous êtes passible, c'est-à-dire vous devez suivre les lois, et dans ce cas, la mobilisation, et qui a été annoncée. C'est-à-dire, en aucun cas, votre nationalité israélienne ne peut vous sauver. Est-ce que vous pouvez essayer de fuir, de soudouer, de payer? Ça, c'est une autre chose. Aux frontières, beaucoup de personnes le font. Il y en a qui sont déjà arrivés à la frontière, pas seulement géorgienne, mais mongole, etc. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, la question que vous posez est très importante parce qu'il y a environ 50 à 70 000 Israéliens, personnes qui sont Israéliens, qui travaillent ou qui habitent ou qui sont pour telle ou autre raison, qui sont en Russie. Autre chose très importante que vous avez dit, c'est l'histoire du rideau de fer. Effectivement, les gens comprennent que c'est sérieux. C'est-à-dire, c'est pas seulement le 24 février, quand il a déclenché la guerre, eh bien, là aussi, il y a eu véritablement une vague de personnes qui ont fui la Russie. Et là, certains disent, eh bien, c'est la même chose, c'est encore une étape, un échelon, etc. Mais non, là, les gens comprennent. On a des liens avec des gens qui ont laissé tout
tout derrière. C'est-à-dire qu'ils ont laissé leur appartement, leur voiture, leur salaire, un bon salaire, leur emploi. Ils sont partis en vélo avec une valise ou en moto à telle ou telle frontière où ils espéraient passer du côté, de l'autre côté d'un rideau qui redescend. Et ça, les gens, ils comprennent. Ça cesse d'être une guerre à la télévision, de salon, on regarde, on est touché, on n'est pas touché. Économiquement, les gens n'ont pas été touchés tellement par cette guerre. Et puis là, ils comprennent, oui, c'est du sérieux. Maintenant, est-ce que ça va tenir? Est-ce que pour Poutine, cette mobilisation, c'est un ballon d'essai pour voir est-ce que le peuple est avec moi? Quel est le niveau de la légitimité dont je jouis, dont ma politique jouit parmi la population? Cela peut être effectivement parce qu'il ne jouit pas d'une très grande légitimité. Les gens, ce n'est plus un régime doctrinaire où les gens sont stressés effectivement et on leur est toujours mobilisé pour telle ou autre mission. Non, cela fait 30 ans qu'ils vivent dans un régime qui est autoritaire, mais qui est assez libre au niveau économique, au niveau de la vie que les gens peuvent... Donc, est-ce que le rideau descend véritablement? À le dire à 100%, je ne peux pas. Est-ce qu'on doit considérer et faire tout comme s'il descendait? Et véritablement, le rideau, oui, à ça, absolument. Alors justement, concrètement, est-ce que on sait que l'activité de l'agence juive, par exemple, est restreinte aujourd'hui, puisqu'il y a un procès, puisque l'agence juive et l'autorisation d'agir de l'agence juive est quelque peu limitée. Dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'État d'Israël de faire venir en Israël des juifs russes aujourd'hui? Oui, tout d'abord, les restrictions, pour l'instant, elles ne touchent pas à tout le monde. Elles touchent à personne de l'âge de mobilisation. C'est-à-dire, est-ce que l'État d'Israël peut faire plus, peut augmenter le nombre de vols, peut faire des appels, peut-être même pas au niveau officiel, des grands appels, ça ce n'est pas d'une très grande utilité, mais il y a des dizaines et des dizaines de milliers de juifs qui sont maintenant en Israël, qui ont leurs proches là-bas, qui ont leurs amis là-bas. Ils peuvent les appeler, ils peuvent essayer de les réveiller et de leur dire, mais les amis, qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas que le rideau il se ferme? Il y a des choses très simples à faire, ne serait-ce que pour augmenter le nombre de personnes qui puissent faire leur aliyah. Maintenant, l'agence juive, ce que les autorités russes lui demandent, c'est en gros de devenir son agent à lui. Pourquoi? Parce qu'elle veut dire, écoute, tu prends des informations sur les gens qui veulent faire leur aliyah. C'est des données qui sont pas ouvertes à tous. Alors, tu veux continuer à agir, pas de problème, mais à une condition, que toutes les données sur les gens, des candidats à l'ALIA, que tu vas recueillir, que tu vas collectionner, eh bien, toutes ces données, eh bien, elles vont être ouvertes aux autorités russes. À cette condition, pas de problème. Maintenant, quand on me dit une chose pareille, moi, immédiatement, ça me fait penser à la réalité d'il y a 40, d'il y a 50 ans, où du moment que tu soumettais ta candidature pour avoir un laissez de sortie de l'Union soviétique, eh bien, tout l'endroit où tu travailles est mis au courant et immédiatement, tu es mis à la porte. L'université où tu étudies est au courant et immédiatement, le recteur de ton université, ton professeur t'invite et il dit, mais dites-moi, mais on a entendu que vous avez des idées étranges, etc. C'est-à-dire que, en apparence, ça n'a rien, c'est tout à fait anodin. Mais lorsque vous en faites une lecture historique, c'est un véritable retour en arrière aux conditions d'existence juive des années 60, 70, 80.
Alors que faire concrètement aujourd'hui? Comment l'État d'Israël doit se positionner? Par exemple, on a vu que ce matin, hier soir, le ministère des Affaires étrangères a pris position aux côtés de l'Ukraine contre toute annexion, contre le référendum, les résultats du référendum sur les 4 provinces qu'a instauré Poutine. On a le sentiment que plus on avance dans le temps, plus Israël se positionne aux côtés de l'Ukraine. Ce sont deux choses qui sont différentes, bien qu'elles soient très, très liées. Et là, quand on se positionne du côté de l'Ukraine, ce qui est tout à fait justifié, parce que Poutine, il veut véritablement annexer ces régions pour transformer cette agression en guerre pour la patrie, en guerre pour la défense. C'est la façon dont il le présente en Russie. Ce sont des terres ancestrales, etc., etc. Bon, on sait tout ça. Maintenant, lorsqu'Israël prend position, c'est très bien, mais il faut savoir qu'il a des frères là-bas. Maintenant, est-ce que ce sont des frères juifs? Oui. Est-ce qu'ils sont sionistes? Non. Pour la plupart d'eux. Est-ce que cela le libère de toute responsabilité? Non. Absolument pas. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites? Oui. Compliqué ou simple, il y a des compliqués, il y en a qui sont simples. Par exemple, augmenter le nombre de vols, croyez-moi, ça ne portera pas à conséquence au niveau des relations diplomatiques. Ouais. De 7 vols par semaine à 10 vols, à 12 vols ou un peu plus. On est tenu par des accords que les Russes, ils doivent faire un nombre équivalent de vols. Ça, c'est des problèmes d'une époque de paix. Maintenant, on est en époque de guerre. Il faut penser en termes de guerre. À la guerre comme à la guerre. Pour nous, quand c'est à la guerre pour la guerre, c'est d'abord savoir qu'on a des frères. C'est véritablement le ventre creux, le point faible auquel Poutine s'attaque. Eh bien, on doit ne pas les oublier, même s'ils ont raté déjà une dizaine d'occasions de quitter la Russie pour venir en Israël ou pour partir ailleurs. Et là, à ce niveau, effectivement, l'État d'Israël doit prendre position, pas seulement au sujet des quatre régions en passe d'être annexées, mais aussi vis-à-vis du quart de million de Juifs qui se trouvent encore là-bas et dont des dizaines de milliers peuvent être sauvés encore aujourd'hui très facilement, sans attendre que le rideau descende complètement. Oui, on le comprend bien, Eliezer, c'est une situation extrêmement complexe, on va dire, d'une certaine manière aujourd'hui pour les Juifs de Russie qui voudraient monter en Israël. Comme vous le disiez, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'est une situation extrêmement complexe et pour l'agence juive et pour les Juifs de Russie. Merci beaucoup, Eliezer, de nous avoir éclairé sur ce dossier extrêmement difficile. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shana Tova, Ktiva Vechatima Tova. À bientôt. Merci à vous, Ktiva Vechatima Tova.